toutes et à tous et bienvenue à cette masterclass pour les générations futures au deuxième jour des rencontres du développement durable organisées par l'Institut Open Diplomacy et dont la journée est co-organisée avec la Burgundy School of Business. Cette masterclass, elle a pour objectif de replacer le débat sur les jeunes et sur les générations futures qui sont vraiment les plus concernés par les bouleversements actuels et les crises actuelles. Le thème de cette journée, faire bouger les lignes, n'aurait donc pas pu être mieux choisi, tant la jeunesse réclame des changements au système et au monde actuel. Je m'appelle Rose Vénin, j'étais déléguée au Y20 en 2020, je suis Junior Fellow à l'Institut Open Diplomacy et je suis heureuse de modérer les débats de l'heure que nous allons passer ensemble en direct de la Maison de l'Europe à Paris. Le panel que nous avons aujourd'hui est à l'image du thème. Ce sont des personnalités qui font bouger les lignes, à bien des égards par leurs engagements personnels, mais aussi professionnels. Et donc, nous sommes rejoints en plateau par Cyril Lage, fondateur et directeur général de Cap Collectif. Bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous. Romain Troublé, directeur général de la fondation Tara Océan, qui est la première fondation reconnue d'utilité publique consacrée à l'océan. Et je vous remercie également pour votre présence. On est également rejoint par Elsa Granger, qui est la directrice générale d'Ashoka France. Bonjour, merci bonjour beaucoup. Rose, bonjour tout le monde. Également par Rikaël Eric Andriana, qui a été délégué Y7 en 2021. Bonjour. Bonjour. Et enfin, en plateau, par Elsa Viel, qui est étudiante à la Burgundy School of Business et présidente de la Fédération des étudiantes. Bonjour et merci. Bonjour. Enfin, nous sommes rejoints à distance par Mathilde Himmer, coprésidente de Démocratie ouverte, membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat et la justice sociale. Donc on a un superbe panel pour discuter aujourd'hui pendant 1 heure. Et donc cette masterclass, elle se déroulera vraiment en 2 temps. D'abord, un échange entre les intervenants et les intervenantes, puis un temps de questions-réponses avec le public. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et on tentera d'y répondre. Donc on va peut-être commencer par un échange au sujet peut-être du diagnostic, qui est vaste bien sûr. Et on sait que, alors que la crise Covid, elle a vraiment mobilisé nos efforts sur tout ce qui est les enjeux de santé, aussi d'inégalité sociale, les voyants planétaires, que ce soit le climat, la biodiversité, sont au plus rouge. Et au vu des trajectoires actuelles, le réchauffement à 2,7 degrés, si on respecte les accords de Paris, la 6e extinction de masse, nous laissons aux générations futures un monde qui est dans un état vraiment de crise perpétuelle. Donc comment a-t-on pu en arriver là ? Quelle responsabilité générationnelle ? Romain Troublé, je me tourne d'abord vers vous. En tant que directeur général de la Fondation Tara Océan, j'imagine que vous avez une perspective plutôt holistique des enjeux planétaires. Quel diagnostic est-ce que vous portez sur les mécanismes qui sous-tendent ces bouleversements qui nous laissent dans cet état de crise ? Effectivement, quand il s'agit de l'environnement ou des enjeux sociaux, je pense qu'on va faire l'état des lieux sur plusieurs thèmes. En tout cas, pour l'environnement, moi, c'est ma vie. On passe notre temps en mer avec ce bateau Tara et cette fondation qui s'intéresse aux écosystèmes marins, à la biodiversité marine, aux enjeux climatiques, aux enjeux de pollution. En fait, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a un impact démentiel sur notre écosystème planétaire. On le voit, on le mesure à l'œil nu avec le plastique qu'on trouve dans les océans, bien sûr, mais aussi on commence à voir également l'importance de notre impact sur les écosystèmes en tant que tels, sur la biodiversité, sur les services que ces écosystèmes nous rendent chaque jour. Et la cause, elle est assez connue. On est addict complètement à l'énergie, totalement addicted à cette drogue finalement, qui développe sur laquelle on développe nos sociétés. On est en expansion totale de notre impact sur la planète. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on parle beaucoup de climat, on parle beaucoup de pollution, mais je pense que la principale chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la biodiversité. Finalement, le climat, c'est un stress sur la biodiversité. La pollution, c'est un stress sur la biodiversité. On est la biodiversité, nous, on en dépend. J'ai avec moi un écosystème incroyable sur ma peau, dans l'intestin. Je me balade avec tout cet écosystème. Et je vis grâce à cela, et je suis en bonne santé grâce à cela. Et aujourd'hui, on voit bien que tout ce qu'on met dans la nature, tout ce qu'on a mis dans la nature, depuis 2 siècles, finalement, ça nous revient en boomerang par l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, et puis ce qu'on mange. Et donc on est vraiment aujourd'hui dans une prise de conscience. Tout ça, ça fait
longtemps que beaucoup de gens alertent, ça fait longtemps qu'on est sourd, mais j'ai envie de dire que la génération qui est en génération Z aujourd'hui, hein, c'est la génération qui, depuis le début de sa scolarité, de sa naissance, finalement, on leur parle de ça. Et donc, il y a cette conscience dont tu vas peut-être parler, mais cette conscience et aussi cette anxiété qu'on a aujourd'hui dans la société de ce qui va arriver demain. Oui, bien sûr. Exactement. Et justement, Elsa, en tant qu'étudiante, toi qui fais parmi de cette grande catégorie qu'on appelle les jeunes, quelle perspective est-ce que vous avez sur cet épineux sujet de la responsabilité générationnelle ? Je pense qu'on a une vision des choses qui est différente de celle des générations précédentes, parce qu'on est plus sensibilisé, je pense, dès le plus jeune âge. Depuis qu'on est né, on nous parle de ça, de l'environnement, du développement durable, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas, ou moins le cas probablement, je pense, des générations précédentes. Donc je pense qu'on a vraiment notre rôle à jouer, parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Et je pense que c'est ça qui change les choses et qui fait qu'on a un rôle beaucoup plus important à jouer, et qui doit être joué pour nos générations et pour les générations futures d'autant plus. Oui, absolument. Peut-être Elsa, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qui vient de se dire ? Alors Elsa va répondre à Elsa, donc ça va être assez... on va essayer de pas se planter, c'est surtout ça. Non, en fait, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous venez de dire tous les deux, déjà, je voulais souligner le fait que nous ayons des jeunes dans ce panel, ce qui est assez rare aujourd'hui quand on parle des générations futures, et je suis toujours assez offusquée de voir qu'on ne vous considère pas comme des parties prenantes, mais plutôt comme des bénéficiaires, comme si on savait mieux que vous ce dont vous aviez besoin. Donc je trouve que c'est vraiment important aussi de mettre ça au cœur du sujet. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, c'est très juste. Évidemment, ça nous revient en boomerang. La réalité, c'est qu'en fait, on a toujours été dans une vision assez Descartes, assez cartésienne en fait, de notre rapport à la nature, comme si on devait constamment dominer tout le temps. Donc il y a une forme de course en fait à la domination à la nature, sans se rendre compte qu'elle était elle aussi une partie prenante de notre pérennité en fait sur la Terre. Et aujourd'hui, on est tous confrontés à la même échéance, se dire qu'on est en train nous-mêmes de scier la branche sur laquelle on est tous assis. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience qui soit faite, évidemment. Alors ça passe par l'éducation, hein, vous le disiez très justement, Elsa. Évidemment, moi je le vois avec mes enfants, ils sont de plus en plus sensibilisés, et puis ils sont une force de prescription considérable aussi pour nous adultes, pour nous repolariser sur ces enjeux-là. Mais juste un petit exemple, parce que moi, ça m'avait frappé. Je sais pas, vous étiez peut-être pas tous nés, évidemment, à ce moment-là, mais en 79, quand on voit Haroun Taziev, grand vulcanologue, qui se retrouve sur un plateau télé face au commandant Cousteau, qui lui explique déjà l'effet de serre, ce réchauffement climatique, et il a en face de lui un scientifique, éminemment première personnalité préférée des Français au Journal du Dimanche, qui lui dit « Mais ce que vous racontez, ce sont des conneries. Arrêtez de dire ça. » On est en 79. Donc on a perdu un temps considérable aussi du fait qu'il y avait un manque de médiatisation et de compréhension de ces enjeux-là, et du fait que les scientifiques aussi, pardonnez-moi, parfois ont du mal à vulgariser ces choses-là de telle sorte que le grand public puisse se les approprier. Mais justement, on voit qu'aujourd'hui, il y a cette crise climatique, et c'est une préoccupation pour les Français et les Françaises, notamment les jeunes. Peut-être quelques chiffres, cette crise climatique, c'est une source d'angoisse pour 72% des 18-24 ans, et moins d'un tiers ont l'impression que les gouvernements les protègent, eux, la planète et les générations futures, et qu'ils peuvent faire confiance aux dirigeants, et que ces derniers font suffisamment pour éviter la catastrophe. Donc le constat est assez dramatique. Mathilde Zimmer, je me tourne vers vous. Vous qui avez été au plus près de la Convention citoyenne pour le climat, et vous qui avez suivi les débats qui s'en sont suivis sur la loi climat, les dirigeants, qu'ils soient politiques ou autres, peuvent-ils encore rassurer une jeunesse qui est en partie en fait désillusionnée par l'action climatique ? Et si oui, par quels moyens ? J'imagine que vous avez plein d'idées. D'abord, bonjour à toutes et tous, et désolée de ne pas être en physique avec vous. Je n'ai pas réussi entre un rendez-vous et un train en retard à être avec vous physiquement. Moi, ce qui m'a frappé pendant la Convention citoyenne pour le climat, c'est la première session qui rend visible ce que vient de dire Elsa Granger, c'est-à-dire que ces 150 citoyens tirés au sort, donc des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des quatre coins de la France, donc une sorte de mini-France en termes de représentation, ont eu la présentation par une scientifique du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, de ce que disent aujourd'hui les scientifiques du monde entier sur la question climatique. Et à la fin de cette session, les 3/4 d'entre eux sont venus nous voir en nous disant « Je me suis pris une baffe, je me suis pris une claque, je me suis pris un électrochoc, je me sens complètement impuissante tellement c'est énorme comme enjeu. » Parce que, oui, la plupart d'entre eux avaient conscience qu'il y a un problème avec le climat, mais pas du tout ni du niveau d'urgence, ni du niveau d'impact. Si tu caricatures un peu,
il y avait ce sentiment que avec des pistes cyclables et puis le tri des déchets, ça irait, quoi. Alors que là, ils ont pris conscience que c'était l'ensemble de nos modes de vie qui, en profondeur, devaient bouger. Donc ça, je crois que c'est important de bien comprendre qu'aujourd'hui, on part du principe qu'il n'y a plus de déni climatique. Je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui sont climato-sceptiques forcenés, mais qu'il y a un niveau de diagnostic qui n'est pas au bon niveau, que ce soit du côté de la population générale et encore plus fortement des élus. Et on voit dans les différentes études, par exemple celle de l'ADEME, de l'Agence de l'énergie en France, qui montrent que les élus sont beaucoup moins allants sur la question écologique en moyenne que les citoyens français. Et quand on regarde les jeunes, c'est sûr qu'on voit qu'il y a une lucidité des nouvelles générations par rapport à cette question-là, et donc un ras-le-bol, une colère, une incompréhension de ce que font, ou plutôt de ce que ne font pas les politiques face à un enjeu aussi majeur. Moi, je crois qu'il y a encore un espace pour créer un cercle vertueux, finalement, une boucle d'action vertueuse entre générations, d'autant plus avec le Covid, où les jeunes ont quand même, pour protéger leurs aînés, passé une année et demie pas très marrante. Si les générations du dessus rendaient l'appareil en prenant plus en considération le climat, je pense que là, il y aurait vraiment une boucle intéressante à créer. Donc j'ai bon espoir. Et ce qu'il faut faire, je vais donner que quelques éléments, et je pense que ce sera le cœur du débat après, mais un des éléments principaux, selon moi, c'est de changer la manière dont notre démocratie fonctionne. Aujourd'hui, notre démocratie, elle n'a pas été pensée pour gérer ces enjeux de long terme, ces enjeux écologiques, et donc on prend des décisions qui sont systématiquement de court terme. Que ce soit... et je vais prendre 2-3 exemples de jeunes qui viennent du milieu militant, que ce soit les Youth for Climate, les jeunes pour le climat qui militent, qui marchent régulièrement dans la rue pour se faire entendre, mais je pense aussi aux entrepreneurs. Dans la Rencontre des Justices, qui est un collectif qu'on a créé, qui a une moyenne d'âge de 25-30 ans, il y a des entrepreneurs, certains sont d'ailleurs chez Ashoka, qui disent en fait, on fait tout ce qu'on peut, nous, pour créer des entreprises qui bougent sur la question climatique dans le bon sens, et on n'est pas aidé par l'État. Dans le plan de relance, par exemple, il n'y a pas suffisamment de conditions écologiques, environnementales et sociales pour qu'on soit favorisé et aller de l'avant, et on favorise plutôt les gros acteurs déjà bien installés qui ne bougent pas suffisamment vite sur ces questions. Donc je crois qu'il y a vraiment une colère, mais qu'il y a des leviers d'action pour y répondre. Faut-il qu'il y ait un courage politique suffisant? Et aujourd'hui, je crois qu'on en est loin. Absolument. Et donc, on l'a entendu et on va s'y pencher après sur les innovations démocratiques. Mais peut-être d'abord, Rikaël, Eric et Andriana, vous qui avez fait partie du Y7 cette année, quelles recommandations est-ce que vous avez portées aux dirigeants du G7, notamment sur ces enjeux de transition, sur les enjeux de rassurer la jeunesse, mais aussi je sais que vous avez été engagé sur les enjeux aussi de santé mentale. On a parlé d'éco-anxiété tout à l'heure. Il y a beaucoup de jeunes qui sont angoissés par ces questions. Qu'est-ce que vous avez porté ? Oui, donc merci déjà de nous donner la parole en tant que jeune. On pourrait dire représentant Y7, mais bon. Par rapport à ces recommandations politiques, effectivement, on a eu l'occasion, après énormément de débats, de réelles négociations internationales, de nous mettre d'accord dans cette communauté de jeunes sur plusieurs recommandations. Je vais commencer déjà par mon champ d'action qui a été la santé, et par notre première recommandation, on va dire la principale, qu'on voit déjà sur la première page du communiqué, qui est un combat contre la stigmatisation, donc un combat vraiment général contre cette stigmatisation des problèmes de santé mentale. En fait, ce qu'on remarque généralement par rapport aux problèmes de santé mentale, c'est qu'un des meilleurs moyens pour faire face à ces problèmes, ces troubles mentaux, n'est pas forcément d'être psychologue, d'être psychiatre, de connaître 300 théories sur comment faire face à une personne en crise d'anxiété ou en crise d'angoisse, mais c'est plutôt savoir communiquer avec ces personnes, savoir comment approcher ces personnes, savoir avoir même la représentation, avoir cette représentation différente de qu'est-ce que c'est que les troubles mentaux et de comment tout simplement parler avec ces personnes, de comment, pas forcément gérer, pas forcément avoir les solutions, mais savoir écouter, savoir comprendre. Donc déjà, on a cette première recommandation qui est de lier ce combat face à la stigmatisation dans les systèmes éducatifs et aussi permettre une meilleure accession à ces services de santé mentaux,
tout d'abord dans les milieux professionnels et aussi dans les milieux éducatifs, parce que les jeunes, là où on peut directement toucher les jeunes, ce sont les milieux professionnels, forcément c'est là où on est directement embauché, où on travaille tous les jours, mais aussi les milieux éducatifs, les universités, les écoles, les centres de formation pour jeunes personnes. Donc déjà sur le côté santé, on a déjà ça. Et peut-être rapidement sur le côté écologique, transition écologique, même si ça n'était pas mon champ d'action, mais je suis quand même très content d'en parler aujourd'hui, ce serait de travailler sur de renforcer les différents systèmes d'alarme précoce. Enfin, je m'explique. On appelle ça en anglais stress testing, c'est-à-dire ces différents moyens de mettre la population au courant des informations, des bonnes manières à utiliser, des bonnes pratiques à prendre en compte en vue de faire face à des problèmes, que ce soit des désastres écologiques, des désastres sanitaires, etc. Donc déjà, on a aussi une recommandation sur le renforcement de ces stress testing et le renforcement permettre aux populations locales des différents pays, pas forcément que du G7, parce qu'on ne pense pas qu'aux 7 pays qui font partie du G7, mais aussi à tous ces pays qui forment notre monde, de comment donner ce pouvoir aux populations et comment leur permettre de réagir de la meilleure façon et de la façon la plus rapide face aux désastres économiques, climatiques, écologiques. Merci beaucoup. C'est une superbe aventure en tout cas. Et puis j'espère que vos recommandations ont été entendues par les dirigeants du G7. Et justement, on l'a entendu, donc il y a des enjeux de santé mentale, il y a des enjeux de démocratie. Et parce que cette journée est consacrée à faire bouger les lignes, on voulait aborder plus en détail les solutions qui existent pour intégrer les générations de demain dans nos fonctionnements et dans nos prises de décision actuelles. Peut-être Cyril, je me tourne vers vous. Je sais que vous dirigez Cap Collectif, parmi d'autres. Et c'est une start-up de la Civic Tech qui est experte dans le domaine de l'intelligence collective, si je ne me trompe pas, et qui propose une plateforme de consultation en ligne aux organisations publiques et privées. Justement, de quelle innovation démocratique et sociale avons-nous besoin pour la transition écologique et solidaire? Mathilde en mentionnait quelques-unes. Peut-être que j'imagine que vous avez plein d'idées également. Oui. Alors, des idées, on n'en manque pas, mais je dirais qu'il nous faut quelque chose de simple, c'est du bon sens et l'envie de faire les choses ensemble, en fait. Si on regarde 2 secondes comment fonctionnent les choses, théoriquement, depuis 1789, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, tous les citoyens ont le droit de participer directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants à l'élaboration de la loi. Dans les faits, ce n'est pas le cas. On n'y participe qu'indirectement, où on peut envoyer des courriers, faire tout un tas de choses qui ne servent donc à rien, puisque les lois se font sans nous. L'arrivée du numérique a donné une réalité à ce droit, en fait. Elle l'a rendu possible. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé mon aventure en 2013 en créant une plateforme qu'aurait dû créer le Parlement pour permettre aux parlementaires qui le souhaitaient de pouvoir associer les citoyens à l'élaboration de la loi. Et je pense qu'il est là l'essentiel du problème aujourd'hui, c'est que les décisions politiques se prennent sans nous, alors que c'est, je le redis, matériellement possible aujourd'hui de nous inclure dans les process de décision et d'avoir une grande agora numérique dans laquelle toute personne qui se sent concernée par un sujet aurait la possibilité de dire ce qu'elle pense et avoir accès à la pensée de tous les autres. Ça, c'est le premier problème. C'est l'outillage, c'est la capacité à, on l'a. Le deuxième problème, il est dans la méthode de la construction de la décision. D'ailleurs, la décision politique ou de la décision dans les entreprises, dans les associations, etc. C'est-à-dire, quand on rencontre un problème, qu'est-ce qu'on fait? On ne cherche pas les causes au problème, on va immédiatement écouter les solutions de Pierre, Paul et Jacques, et le décideur a cette saine habitude d'organiser le combat entre les détenteurs des différentes positions. Si je le fais en version extrêmement macro, il y a les pro-business, les pro-environnement et les pro-social. Et chacun défend sa petite chapelle, toujours par opposition aux autres. Donc, tant qu'on ne s'emparera pas des outils et qu'on ne changera pas nous-mêmes notre capacité à fonctionner avec les autres, il ne se passera strictement rien et on continuera de décliner. Donc, je pense que ce sont vraiment les deux leviers, l'outillage et l'état d'esprit général que de vouloir faire société ensemble sans chercher à systématiquement trouver les adversaires pour justement imposer son point de vue.
Absolument, et justement, Elsa, on discutait avant que cette masterclass commence, et vous nous disiez qu'un des rôles d'Ashoka, c'est d'encourager la collaboration dont vous parliez, Cyril, justement à l'instant, parce que pour faire bouger l'île, les innovations, elles sont démocratiques, elles sont aussi sociales ou écologiques. Justement, quel rôle est-ce que vous voyez pour les innovateurs sociaux, et quel rôle aussi pour la collaboration entre ces innovateurs ? Elles sont pluridisciplinaires en fait. Ce que disait Cyril est très juste. Le problème, c'est aussi un problème systémique, c'est-à-dire qu'on a des représentations qui sont calées et qui sont très silotées du fait de l'industrialisation à marche forcée, la standardisation. On a reproduit des modèles industriels sur des modèles organisationnels, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne conçoit pas que, par exemple, Cyril, il peut apporter d'autres choses dans une entreprise que simplement la fonction et l'emploi pour lequel il est là. Donc ça, c'est la première chose, et ça, c'est sur lequel c'est vraiment un des sujets. Donc je buvais du petit lait vraiment parce que c'est le sujet phare d'Ashoka, c'est de faire en sorte de casser ces représentations pour être beaucoup plus dans la coopération, l'humilité et la nuance. Parce que la problématique d'avoir des experts, à chaque fois l'expert environnement, le pro-business et tout ça, c'est qu'il y a une radicalité et qui n'est pas la vraie radicalité telle qu'on l'entend, c'est-à-dire revenir à la racine de la problématique, mais plus un espèce de dogmatisme à tout crin qui fait qu'en fait on ne peut pas progresser, arriver à une solution commune. Donc chez Ashoka, on a à cœur de choisir et de sélectionner des entrepreneurs sociaux qui ont déjà cet état d'esprit de se dire ok, c'est pas la politique publique qui va pouvoir m'aider tout de suite, donc il va falloir que je trouve d'autres sources de financement. Et la plupart du temps, c'est quand même la philanthropie aussi qui arrive et qui a compris quel était l'intérêt de cet impact systémique et qui va mettre en place des modes de communication, des modes de relation entre les individus qui vont être dans une confiance. Et faire confiance a priori, c'est quand même pas simple, surtout dans le monde dans lequel on évolue, et qui va valoriser la coopération, le co-leadership, le co-designing, enfin tous ces co qu'on essaye de faire ensemble en se disant mais finalement l'autre, il a peut-être raison en fait, aussi. Ça ne veut pas dire que j'ai tort, ça veut dire que l'autre peut avoir raison aussi. Moi, je peux compléter ça. On a fait sur Tara, moi je gère un bateau qui s'appelle Tara, qui fait 36 mètres, qui part faire du tour du monde, qui part parfois pendant 2-3 ans, où les gens tournent à bord du bateau, et à bord du bateau, il y a des scientifiques du CNRS, de 20 pays en général, 12 pays impliqués dans les projets, avec des biologistes, des mathématiciens, des physiciens, des gens qui font les sciences sociales, des artistes à bord. Et en fait, ce qui se passe à bord, pour comprendre l'écosystème planétaire, pour comprendre l'écologie, il faut mettre ensemble ces gens. Il faut qu'ils se parlent. Ils ne se comprennent pas. Pas le même vocabulaire. Le même mot ne veut pas dire la même chose pour l'un et les autres. Ils ont des langues différentes. Et donc, ça demande un effort assez dingue pour que ça fonctionne. Ça demande un peu de contrainte aussi, malheureusement. C'est rarement que ça s'auto-organise. Il faut toujours qu'il y ait en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a souvent un cadre, en fait, qui force le fait que, en fait, ils ont un intérêt tous commun à travailler ensemble. Et en fait, c'est d'arriver, je pense que dans tout ce que vous faites chez Ashoka, comment on arrive à aligner ce groupe de gens, cette communauté, vers un objectif commun à pas trop court terme, à assez long terme, pour qu'ils se projettent dans tout ce qu'ils peuvent apporter aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain. Et du coup, comment est-ce qu'on les fait travailler ensemble ? Je veux dire, il faut les mettre sur un bateau et les envoyer à l'autre bout du monde pour que on travaille ensemble, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire ? Et ça marche très bien. Et en plus, ils se relayent à bord. C'est pas les mêmes gens. Et le fait qu'ils sont sur un bateau, que c'est très contraint, en fait, ils n'ont pas de choix que de collaborer. Ça, c'est intéressant. C'est qu'ils n'ont pas d'autre choix que de collaborer s'ils veulent arriver à quelque chose. Je ne sais pas comment ça peut se traduire chez vous. Ils sortent aussi de leur structure, organisation. Voilà, déjà ça. Et surtout, ils ne sont pas dans leur bureau, pas derrière un ordinateur à faire une visio. Ils sont à l'extérieur. Donc, c'est déjà montrer un peu plus qui ils sont, eux, profondément. Et l'interaction, l'altérité, se dire que finalement, l'autre, c'est un miroir, mais m'apprend des choses aussi sur moi. Il y a des techniques pour ça aujourd'hui. Il y a des méthodologies qui ont été développées et qui permettent justement d'arriver à une maïotique et à de la co-construction dont tout le monde est suffisamment fier parce que chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Mais c'est très perturbant en fait, parce qu'il y a peut-être un côté un peu sectaire parfois en se disant ça y est, on va tout changer, tout le monde a voix au chapitre. Mais finalement, les choses se font assez naturellement et le bénéfice, même corporel, je veux dire, qui ressort de ça, est d'une puissance et d'une profondeur infinie. Donc moi, j'encourage ce genre de méthode. Moi, si j'ai appelé ma boîte Cap Collectif, c'est pas pour rien. Et effectivement, j'aime beaucoup l'image du bateau. On en parlait tout à l'heure avec cette idée du capitaine. Le capitaine dans le navire, c'est l'homme à qui on fait confiance pour atteindre le chemin.
Mais le capitaine doit lui-même avoir la confiance de l'équipage, parce qu'il y a un truc qu'on appelle la mutinerie, en fait. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et on s'engueule. Mais ça peut être sain aussi. Mais quand on arrive au stade de la mutinerie, c'est ce qui est en train de nous arriver. Parce que de toute façon, on n'a plus confiance dans le ou les capitaines, et de toute façon, on ne sait même pas où est le cap. Et dans ce bateau, on arrive aussi au cap par la collaboration. Et ça ne veut pas dire que tout le monde fait tout. Il y a ceux qui s'occupent des moteurs ou des voiles, il y a ceux qui s'occupent de la logistique, de la navigation, etc. Et c'est cette capacité à faire équipe ensemble, et aussi quand à un moment donné, il y a une embûche sur la route, d'être capable de faire comprendre à tout le monde que si on vire de bord, ce n'est pas pour changer de cap, mais qu'il y a des raisons, et de pouvoir aussi créer cette dynamique. Avoir un cap, ce n'est pas rester non plus figé sur des rails, ce n'est pas un train, c'est un bateau. Donc il faut savoir naviguer. Et elle est là, cette difficulté, faire prendre cette mayonnaise à l'échelle d'un pays, voire d'une planète, de où est le cap, en fait, où est l'horizon. Aujourd'hui, il y en a, enfin, de mon point de vue, j'en vois pas, en fait. Et justement, on a parlé donc de mettre ensemble des personnalités de différents secteurs d'activité. On n'a pas parlé de cet aspect intergénérationnel. Et aujourd'hui, on est dans une table ronde sur les générations futures. Peut-être, Rikaël, vous avez une perspective sur comment on peut donner plus de place aux jeunes, mais aussi au dialogue intergénérationnel. Les jeunes, bien sûr, qui ne sont pas un groupe homogène, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait ce dialogue qui se fasse? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que souvent, c'est les jeunes qui manifestent dans la rue, les vieux, je caricature, qui sont au pouvoir, et qu'il n'y a pas forcément ce dialogue-là. Par rapport au dialogue, et je voulais d'ailleurs rebondir un peu sur ce que vous avez dit, ça me paraît en fait vraiment central, cette idée que le partage d'idées, c'est pas forcément un débat où chacun présente chacun fait du lobbying, en fait, tout simplement. Fait du lobbying de sa propre volonté, de ses propres intérêts. Mais on est plutôt sur l'idée d'une négociation, sur l'idée d'un parcours qu'on fait ensemble vers un objectif commun. Et il me semble qu'il y a 2 points principaux qui sont tout d'abord de permettre à ces organes, ces espaces de négociation et pas simplement de débat, de combat direct d'intérêts. Et ensuite, de rapporter en fait ce chemin qui a été parcouru aux personnes qui n'ont pas été forcément sensibilisées à ces négociations qui ont été faites. Parce que il y a aussi en fait cette différence de conscience entre les personnes qui vont négocier et les personnes qui vont faire ce chemin, qui vont à la fin être satisfaits, en tout cas plus ou moins satisfaits de ce qui va se faire, et de ces personnes en face qui vont voir le résultat qui reste encore très loin des attentes et qui est en fait complètement incompréhensible. Par rapport à ça, on a une recommandation au Y7 qui cette fois-ci se spécialise plus sur le côté santé mentale, mais qui peut très bien être réutilisé pour d'autres domaines, qui est dans l'intégration dans les politiques publiques, c'est-à-dire l'intégration dans tous les processus, dans tout le processus temporel de politique publique de l'opinion des jeunes. C'est-à-dire que quand on s'intéresse un petit peu au processus de mise en place des politiques publiques, on voit qu'il y a différentes étapes. On a les étapes de mise à l'agenda, c'est-à-dire de savoir quels problèmes devraient plutôt être pris en compte ou non. Ensuite, de problématisation, comment tourner ces problèmes-là, et comment prendre en main ces problèmes pour ensuite avoir des solutions. Ensuite, la mise en place de solutions, donc la mise en place sur terrain qui est complètement différente de la problématisation, qui est complètement différente de focaliser un problème. Et ensuite, l'évaluation de ces actions. Donc intégrer en fait ces jeunes, par exemple, dans ce processus, complètement dans tout ce processus, parce qu'on voit aussi que dans la temporalité, lorsque la politique publique se met en place, elle se, entre guillemets, se désagrège, elle se modifie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le même objectif ou elle n'a pas la même pensée initiale à la fin. Donc ici, avec simplement un partage, c'est-à-dire une intégration réelle de ce que les jeunes voudraient par rapport à ces différentes volontés, que ce soit économiques, écologiques, pour une compréhension, une intercompréhension entre générations. Parce que si l'on part d'une compréhension, si l'on se comprend dans nos objectifs, dans ce que l'on veut faire dans le futur, forcément, on a peut-être un peu plus d'empathie et moins d'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est forcément une peur face à quelque chose que l'on ne comprend pas. Et du coup, Mathilde, si vous êtes toujours là, je me tourne vers vous. Vous qui êtes coprésidente de Démocratie Ouverte, on vient de parler de la place des citoyens dans les processus de prise de décision, mais aussi de mise en œuvre des décisions et des politiques publiques qui peuvent être faites. Est-ce que j'imagine que vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, alors j'étais coprésidente, je ne suis plus coprésidente depuis quelques temps de Démocratie Ouverte, mais toujours active.
Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est pour revenir sur ce que disaient Cyril et Elsa tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle on a créé la Convention citoyenne pour le climat. À un moment, on voyait la fin du monde et la fin du mois s'opposer, les gilets jaunes et les militants écolos, soi-disant les uns contre les autres. On s'est dit, bon, comment est-ce qu'on permet de remettre la balle au centre et de trouver des solutions qui nous font sortir par le haut, finalement, avec des propositions qui lient ambition climatique et justice sociale. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant au sein de la Convention, c'est qu'il y avait des jeunes de 16 ans qui avaient des dialogues absolument passionnants avec des personnes qui avaient 80 ans, voire plus, mais aussi des gilets jaunes, des écolos forcenés, des personnes qui n'avaient pas conscience du diagnostic, et tous ensemble qui réfléchissaient en écoutant. Et ça, c'est extrêmement important, la manière dont ça s'est passé, c'est que ce n'était pas juste 150 citoyens tirés au sort qui ont débattu pendant 9 mois pour faire des propositions quali, ambition climatique et justice sociale. Ils ont pu entendre un tas d'acteurs d'horizons très très différents dans le cadre d'un débat contradictoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ils ont pu écouter des entreprises, des syndicats, des ONG, des experts, etc., etc., pour prendre conscience de quels sont les leviers d'action, quelles sont les contraintes des différents acteurs, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas plus vite et comment est-ce qu'on pourrait avancer plus vite. Et je prends un exemple, sur la thématique de se nourrir, ils ont pu avoir par exemple quelqu'un comme un représentant de la FNSEA, qui est le syndicat agricole majeur en France, pas connu pour être très allant sur les questions environnementales. Il y avait Carrefour, distributeur, et puis Greenpeace ensemble dans la salle. Et le fait de les avoir dans ce cadre d'un débat contradictoire ensemble en même temps, ça permet aux citoyens d'avoir les réponses des uns et des autres aux mêmes questions. Et vous pouvez bien imaginer qu'entre la FNSEA et Greenpeace et Carrefour, c'est pas les mêmes jeux de contraintes, c'est pas les mêmes réponses qu'ils ont aux questions, c'est pas pour eux les mêmes leviers d'action qu'il faut mettre en avant. Et donc ils ont eu comme ça plus d'une centaine d'intervenants qui leur ont permis finalement de comprendre la complexité du sujet et d'arriver à des propositions ambitieuses, cohérentes et qui sont applicables finalement concrètement. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant et je trouve que ça a vraiment démontré que ce que démontre un certain nombre d'études aujourd'hui, que l'efficacité, l'intelligence d'un groupe est plus liée à la diversité de celui-ci qu'au niveau de compétences ou de formation de chacun de ces individus. Autrement dit, mieux vaut une assemblée ou un groupe de 150 personnes complètement différentes les unes des autres qu'une assemblée de 150 personnes qui ont toutes fait l'ENA ou qui ont toutes fait la même école d'ingénieur. Et ça, je pense que c'est extrêmement important dans les défis qui sont à venir, de se dire que c'est vraiment cette diversité et cette intelligence collective et ces différences d'expertise aussi qui sont à mettre ensemble autour de la table. Et je finirai par ça, c'est que on dit souvent qu'il y a une expertise technique, scientifique. Évidemment qu'elle existe, mais je pense que c'est très important de ne pas l'opposer à une expertise citoyenne qui est celle du terrain, finalement, de savoir est-ce que c'est applicable ou pas pour moi dans ma vie. Si on avait fait ça avant de lancer la taxe carbone telle qu'elle a été proposée par le gouvernement d'Édouard Philippe, eh ben on n'aurait jamais passé cette taxe carbone-là parce qu'on se serait rendu compte qu'un certain nombre de nos concitoyens, notamment dans les classes les plus populaires en zone rurale, n'étaient pas en capacité de pouvoir passer cette taxe carbone. Donc cette expertise de terrain citoyenne, elle n'est pas à opposer à une expertise technique, scientifique, entrepreneuriale ou associative, elle est à mettre en bonne intelligence. Et je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est quelles sont les méthodes et les pratiques qui font que on arrive à échanger ensemble et à arriver à finalement des sorties par le haut, plutôt que souvent des crises qui sont en fait des sorties par le bas d'une problématique qu'on n'arrive pas à résoudre. Aujourd'hui, ces méthodes, on les a, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le monde militant, que ce soit dans l'écosystème de la démocratie participative. Il y a un enjeu maintenant, est-ce que ça rentre finalement dans le cadre institutionnel pour qu'on réussisse vraiment à recréer le lien de confiance qui est cassé aujourd'hui, en tout cas fortement cassé ou abîmé, entre les citoyens et les élus, et a fortiori entre les jeunes et les élus, puisque les jeunes trouvent de plus en plus que finalement le politique est éloigné d'eux, d'abord parce qu'il y a très peu de jeunes à l'Assemblée nationale, par exemple, ou en général dans les postes d'élus, mais aussi parce qu'ils ont l'impression que la politique est impuissante par rapport aux défis qui les concernent en premier lieu, comme par exemple la question du climat. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu de méthode entre guillemets, à mettre à jour notre démocratie, si on veut qu'elle soit en capacité de relever les défis
qu'on a devant nous et d'être en capacité de parler aux jeunes, parce que ça fait des années qu'on n'a pas mis à jour notre démocratie. Depuis, la société, elle, a évolué, que ce soit par le niveau de diplôme des différentes générations, ou que ce soit par l'habitude qu'on a pris les uns les autres de participer via les réseaux sociaux au débat public. Et donc ça nous semble aujourd'hui inconcevable de se limiter à mettre un bulletin dans l'urne tous les 5-7 ans, et puis entre les deux, rien. Donc il y a une mise à jour de notre démocratie à faire, on a les outils, mais encore une fois, je replace la question du courage politique, parce que je pense que c'est vraiment ça qui manque aujourd'hui. Le cap et la personne capable d'incarner, ou les personnes plus exactement, d'incarner ce cap pour que ça passe réellement dans nos institutions. Oui, merci beaucoup. Oui, vous vouliez réagir? Ce que dit Mathilde est très très juste. Enfin, il y a une phrase, alors elle peut paraître un peu tarte à la crème, mais pas tant que ça, parce qu'on dit voilà, si tu fais quelque chose pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Et ça, c'est assez juste, en fait. Ce que je trouve, j'entends dans le discours de Mathilde cet aspect bénéficiaire et partie prenante. En fait, c'est pas considéré. On parlait de la ruralité pour la taxe carbone comme des bénéficiaires. On sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, donc on va vous mettre une taxe carbone sans même considérer ce qu'ils pouvaient apporter et verser au débat public. Et j'ai une petite anecdote qui m'a fait beaucoup sourire, mais en même temps, vous allez voir, vous allez rire un peu jaune, je pense, quand je vais vous raconter ça. Avec Ashoka, nous sommes en train de lancer un programme où nous intégrons justement les jeunes en co-construction pour la présidentielle et faire en sorte qu'ils puissent verser dans le débat public leurs problématiques, en se disant si on veut penser long terme, il faut inclure la jeunesse dans les programmes de tous les candidats à l'élection présidentielle. Je dis bien tous les candidats. Ça, c'est extrêmement important que ça arrose largement. Et dans le cadre de recherche de financement, j'expliquais ce programme en disant, voilà, on va co-construire avec les jeunes, même le site internet, le design, les réunions, les recherches de financement. On les intègre partout avec nous, justement parce qu'ils sont partie prenante du dispositif et pas bénéficiaires. Et là, j'ai un financeur qui me dit, mais attends, ton projet, bon, c'est vrai que c'est sympa, mais tu crois qu'elles vont être intéressantes, les idées des jeunes ? Alors là, je me suis permis de lui rétorquer, mais est-ce que tu as déjà lu les programmes des candidats à l'élection présidentielle ? Parce qu'en fait, il y a une espèce de délit de faciès. On part du principe que comme on est jeune, forcément, on a moins d'expertise, on a moins de choses intéressantes à dire. En revanche, quand on est homme politique, on a comme le syndrome de la blouse blanche avec un médecin qu'on va qualifier directement de docte. Donc, indépendamment de changer nos outils, comme le disait Mathilde, je crois qu'il faut changer les représentations qu'on se fait des individus qui font partie de la société. Peut-être... Elsa, je me tourne vers vous. On ne vous a pas encore entendu sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez une perspective sur ce qui vient d'être dit ? Je suis tout à fait d'accord. Je pense que, je reviens sur ce qui a été dit bien avant, je pense que l'objectif commun, il est très important à mettre en avant et je pense que c'est ça qui doit être mis en avant pour permettre aux jeunes de s'impliquer parce qu'en effet, la politique peut paraître inaccessible aux jeunes et je pense que c'est un problème majeur. Et donc, en effet, je pense qu'il faut arrêter avec les cases où si on est, par exemple, pro-écolo, on est forcément contre quelqu'un qui va être pour le business. Et je pense qu'il est là le problème et que ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que c'est l'expérience de chacun, peu importe qu'elle soit faite d'études, qu'elle soit faite de moins d'expérience parce qu'on est plus jeune. Je pense que c'est la diversité de chacun qui peut faire qu'on arrive à une solution pour ce but commun parce que on a un but commun et peu importe son âge, peu importe ses études, peu importe où on vit, il est là et il est nécessaire pour la survie de tous. Voilà. Cyril, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être ? Je voulais réagir un peu sur un truc qu'il faut bien comprendre aussi sur le fonctionnement politique. Moi, les parlementaires, j'en vois depuis 7 ans, toutes les semaines sans arrêt. Je les reçois même dans une émission le mardi soir. Et un l'a dit il y a quelques semaines de façon on ne peut plus claire, quand je le questionnais sur le fait justement d'avoir une vision un peu plus horizontalisée des choses, etc. Il me dit, ouais, mais écoute, moi, pour remporter une élection, il me faut le suffrage des électeurs. Je m'adresse à ma clientèle, je m'adresse à ceux qui votent. Donc, ouais, ils ont plein de responsabilités, les politiques, mais on a tous notre part de responsabilité dans l'histoire. Et l'histoire de tu prends une décision sans moi, tu la prends contre moi. Ouais, si toi, tu t'impliques pas dans le process, une autre citation, le mal triomphe de l'inaction des gens de bien. Donc en fait, les choses se font avec ceux qui participent. Donc si tu participes pas, ou si tu participes que dans la rue, en dehors du process démocratique, quand bien même ça se comprend 1000 fois de pas aller voter, tu laisses aux autres qui jouent avec la règle du jeu gagner le jeu. Donc, il faut revenir dans le jeu politique. Et si on veut avoir l'avènement d'une autre forme de politique, ou quelle que soit la revendication, ça ne peut aujourd'hui passer que par là. Ça ne passera par nulle part ailleurs, parce que ces gens-là font des calculs de part électorale. Si l'électorat massif qui ne vote pas aujourd'hui se positionne,
tiens, met quasiment aux enchères ses propositions pour un candidat, ce que tu disais dans la construction du plaidoyer, est-ce qu'ils vont l'écouter, votre plaidoyer? Et ils ne l'écouteront que si vous développez un rapport de force, ou si ce n'est un rapport de force, une capacité à montrer que vous pesez. Ça ne marche que comme ça. Et on a, de nouveau, je le redis, notre responsabilité dans le fait de se dire... Alors, moi, c'est une partie de mon boulot. Donc, des gens qui veulent faire du plaidoyer en ce moment, je n'entends que ça. Tout le monde veut faire son plaidoyer, et tout le monde veut faire son plaidoyer pour sa chapelle. Donc, j'en porte pas de jugement, mais quand j'entends ta proposition de dire spécial pour les jeunes, machin, etc., mais alors pourquoi pas spécial pour les personnes âgées, et pourquoi pas pour les personnes en situation de handicap? À coller des étiquettes sur tout et à se référencer dans des cases, on se piège nous-mêmes dans ce système, on s'enferme dans un machin dont les mecs derrière, ils regardent la taille de cette case, ok, tiens, je vais faire une proposition pour eux. Celle-là, non, c'est trop de l'autre côté de l'échiquier, j'y vais pas, etc. Bossons déjà à la racine ensemble sur notre capacité à nous décloisonner et à ne pas revendiquer aux politiques, parce que le politique, lui, il a 100 balles sur la table, il va juste répartir les 100 balles. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est s'affronter les uns des autres pour savoir celui qui aura la plus grosse part du gâteau. Il faut qu'on bosse, nous aussi, à notre propre niveau pour avoir le changement qu'on espère là-haut et pas attendre d'eux qui changent tout seuls comme ça. Et l'alliance, il y a l'alliance dans ce que tu dis. Parce qu'effectivement, ce billet de 100 balles, il ne peut pas se multiplier. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se fait quelque part de la houle sur notre grande mer, puisqu'on reprenait l'image de la mer. On est tous à vouloir aller dans le même sens, sauf qu'on est dans des petits optimistes. Et en fait, on se fait des vagues les uns les autres et on s'empêche d'avancer beaucoup plus loin. Dans la petite barre en bas. C'est-à-dire qu'on s'affronte en bas. En fait, c'est la compétition des misères. Non, mais c'est ça, mais je ne vois que ça, que des gens qui viennent avec des choses légitimes. Le handicap, la santé, l'éducation, etc. Mais tous, finalement, concurrence les uns avec les autres pour ce billet de 100 balles. Qu'est-ce que vous leur répondez à ce moment-là? Travaillons ensemble? Évidemment, évidemment. Je me permets de rajouter quelque chose parce que je vois ici en fait 2 points intéressants. D'abord, par rapport à Y7, c'est vrai qu'on a cette étiquette de jeune. Forcément, il faut aussi prendre en compte, et c'est en fait des prises en compte politiques, c'est-à-dire que si à un moment on ne met pas une focalisation sur un certain intérêt, on ne peut pas avoir une action efficace. Parce qu'ici, on représente un certain nombre de valeurs, etc. Vous comprenez très bien. Et forcément, ça nous rentre dans des cases. Comment en sortir de ces cases au Y7? Ce sont des choses auxquelles on a pensé. Si vous regardez les recommandations qu'on a, on doit être à peu près sur 90-95% de recommandations qui prennent en compte en effet l'intérêt des jeunes, mais aussi l'intérêt des générations futures, parce qu'on a en fait eu cette volonté dès le départ de cadrer le débat, de cadrer ces recommandations dans la prise en compte des générations dans 30, 50, 70, 100 ans. Et c'était en fait une volonté même de la présidence britannique qui a été de cadrer cette réflexion dans la prise en compte de toutes les générations, dans une intégration de toutes les personnes, pas seulement les pays du G7, mais aussi les pays qui dépassent le G7. Et ensuite, seconde chose, il me semble, même si ce que vous dites est très intéressant sur le fait que les personnes qui participent, forcément par rapport aux politiques, n'ont pas cette même connaissance, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi tourner la réflexion dans le sens où ces personnes qui participent, qui veulent faire entendre leur voix, est-ce qu'on a vraiment envie que ces personnes sachent comment le politique fonctionne? Parce que le politique, il a un certain nombre de valeurs, un certain nombre de mécanismes. Le politique va parler pour son électorat, va essayer d'attraper les personnes qui n'ont pas forcément un avis qui penche d'un côté ou de l'autre et de capter cette fluidité des personnes qui ne sont pas forcément d'un avis vraiment appuyé. Est-ce que ce genre de choses-là, les personnes qui veulent essayer de plaidoyer pour leur cause ou pour plusieurs autres causes, il faut aussi prendre en compte qu'on ne plaidoie pas que pour sa cause, est-ce que ces personnes-là sont au courant de ces choses-là? C'est bien de vouloir demander à ces personnes d'être au courant de comment le monde politique fonctionne, mais il faudrait qu'elles soient au courant, justement. Donc voilà. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais... rapidement. Mais bien sûr qu'ils sont au courant, tout le monde est au courant de la règle du jeu. Et quand je dis les gens ne collaborent pas entre eux, volontairement ils ne collaborent pas entre eux. Regarde, là je te disais, différents sujets, t'emprunts dans un même silo, la santé, l'éducation, etc. Tu vas trouver différentes boutiques dans le créneau environnemental qui ne bossent pas ensemble. Dans la protection de l'enfance, etc. Ils sont eux-mêmes en concurrence pour les subventions, pour machin. C'est infernal. Il faut le faire, voilà. tout en disant qu'il faut le faire. C'est là aussi où il y a une petite hypocrisie. Cela dit, moi je suis plus optimiste par
pardon, je pense qu'on peut quand même sortir de ce système politique tel qu'il existe aujourd'hui. C'est ce qu'on s'emploie à faire en soutenant certains entrepreneurs sociaux au sein d'Ashoka, qui ont réussi à infléchir des politiques publiques sans passer directement par le politique, mais avec une espèce de test qui a été fait pendant quelques années. Je prends par exemple Marie Trélucane avec Unicité, qui est à l'origine de la création du service civique aussi aujourd'hui, donc qui valorise l'engagement des jeunes. Donc ça, c'est extrêmement important aussi de montrer qu'on est capable de faire ça. Mais il y a une notion d'expérimentation, et je pense que le financement des initiatives, il faut le trouver ailleurs, en tout cas que dans le financement public, justement parce qu'on est tenu par ces calculs très court-termistes, alors qu'on sait très bien qu'un changement systémique, c'est pas en 2 ans, en 5 ans que ça se passe. On le sait, on le voit bien. D'ailleurs, le changement systémique dans lequel on est aujourd'hui du mauvais côté, ça fait quand même un certain nombre d'années, voire un siècle, qu'il est quand même en phase, quoi. Donc ça prouve qu'il va nous falloir un petit bout de temps pour accélérer le phénomène inverse. Mais je pense qu'il y a quand même un endroit où on peut se rencontrer, et ce que vous disiez, c'est... En fait, on s'aperçoit qu'il y a une incertitude du monde, mais le monde a toujours été incertain, c'est pas nouveau. Je veux dire, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, et pourtant on gère cette incertitude depuis qu'on est né. Voilà. Donc, et comment on le gère? On le gère justement en communiquant entre nous, avec cette coopération, avec cette fameuse confiance qu'on fait en l'autre. Et je pense qu'il faut juste revenir un peu aux fondamentaux, à comment on gère les petites choses pour être capable de gérer les grandes choses derrière. Donc, je crois qu'il y a quand même moi, je sens qu'il y a un plus, et je sens qu'il se passe quelque chose. Alors peut-être que je suis complètement subjective dans ma façon de voir les choses, mais j'aime à croire qu'en changeant ces représentations, et les médias, et je suis très contente qu'on ait aussi ce type de rencontre, parce que les médias ont leur part de responsabilité aussi dans cette prophétie autoréalisatrice d'un monde qui est nul, qui va mal, où on n'est pas capable d'innover, où on n'est pas capable de trouver des solutions pour changer le système. Donc il faut déplacer un peu le projecteur sur vous, sur ce que vous faites, parce que c'est bien aussi, il faut de temps en temps siloter pour que les jeunes puissent avoir une parole qui est différente qu'une parole gadget, parce que moi j'ai entendu beaucoup de politiques qui sont à coquiner avec des jeunes juste parce que ça faisait beau sur la photo, et moi je trouve que c'est intéressant de voir votre niveau aussi de réflexion sur ce qui se passe demain, et je suis très honorée en fait d'être avec vous, parce que j'apprends plein de choses, donc je suis ravie pour ça, et je pense que d'autres peuvent le faire aussi. Peut-être juste après on ira à une question du public, mais allez-y Romain, je pense que Ah, vous avez moi, je quelque chose à suis ajouter. très optimiste toujours. Hein. Oui, voilà. Et c'est vrai que nous, avec Tara, ça fait 10 ans qu'on est dans les écoles françaises pour donner un peu une conscience de l'environnement à toutes ces classes. Il y a plein de produits pédagogiques avec l'éducation nationale, bref. Et en fait, on a créé une génération qui a une conscience du monde, qui est celle qui n'avait pas du tout avant. Moi, j'étais gamin, j'avais pas aucune conscience du monde d'aujourd'hui, du monde qui arrivait. Vous la donnez. Et maintenant, vous arrivez dans la rue, dans les consciences citoyennes. Vous voulez prendre la parole, et nous, on ne sait pas comment vous donner la parole, en fait. On ne sait pas comment vous écouter, on ne sait pas comment l'inventer. C'est ce que tu dis sur cette nouvelle façon de considérer la démocratie, comme disait aussi Mathilde. On a fait une expérience avec cette convention citoyenne. Moi, j'ai rencontré des membres de la convention citoyenne en l'espace d'un peu de travail. Ils ont beaucoup travaillé, effectivement. Ils sont devenus experts de tous les sujets. Ils avaient des prises de position et d'expertise majeures que d'autres gens ont passé une vie à construire. Ils se sont absorbés, ils se sont nourris de ça. Et moi, je trouve ça hyper engageant. Et quand j'en vois dans les écoles différents d'ingénieurs, de commerce, que les gamins, les jeunes ne veulent pas aller s'intéresser à telle ou telle industrie parce que c'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est autre chose. Et bien ça, c'est un mouvement de fond très, très puissant, en fait. Et moi, je suis hyper optimiste sur la capacité qu'on a demain, avec toute cette génération qui apporte une énergie folle dans le système, pour changer les choses. Pour arriver à engager aussi leur famille, tu l'as dit, avant, dans ce changement. Enfin, l'énergie, c'est vous qui l'avez. Hein. Et moi, j'ai 45 ans aujourd'hui, et je me dis que j'ai 25 ans, 30 ans de ma vie pour créer les conditions pour que vous qui arrivez là, demain, vous ayez le champ pour avancer. Et c'est ce que je dis, j'espère, tous les patrons d'ONG aujourd'hui. Et pas que. On rencontre plein de patrons de PME, même de grands groupes qui ont une vision, qui essaient de changer leur truc. C'est compliqué, il y a des leviers complètement déments à actionner, mais il y en a qui y vont. Et il faut encourager ça. Et je pense que la solution viendra pas de se lutter contre les ONG d'un côté, les jeunes et les entreprises et le politique, c'est comment on fait ensemble pour que la sauce prend. Et justement, on avait une question, je pense, du public sur la place des jeunes. Guillermo, je pense, c'est ça ? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette table ronde qui forcément me touche beaucoup. Moi, je voulais vous demander, parce qu'au cours de la discussion, il a été mentionné que souvent dans les débats, même s'ils s'adressent aux jeunes générations futures, les jeunes ne sont pas invités à intervenir. Et du coup, ça m'a fait penser à est-ce que devrions-nous ajouter des jeunes
aux postes gouvernementaux afin que la politique puisse désormais être échangée par les jeunes? Merci. Donc, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de quota ou quelque chose comme ça, la place des jeunes? Est-ce que l'un de vous a une réponse, une position Moi, j'en ai une toute petite. Je pense que c'est même pas au niveau du politique, c'est déjà dans les établissements scolaires, en fait. Ça commence très jeune. Voilà, les éco-délégués ne doivent pas être un élément de communication gouvernementale, mais doit être valorisé aussi dans le cadre des parcours scolaires. Un gamin qui décide d'être, je prends l'exemple de mes enfants, d'être délégué de classe, c'est un processus démocratique quand même, de se faire élire, c'est une petite campagne. Et donc pour autant, c'est aussi du temps consacré hors du temps scolaire et c'est pas forcément valorisé dans les établissements aujourd'hui. Donc si on veut montrer, alors c'est assez marrant parce qu'on voit le niveau d'abstention des jeunes versus le niveau d'engagement des jeunes dans les associations. C'est le même en fait. Il y a 75% d'abstention et il y a 75% des jeunes aujourd'hui de 18-25 ans, enfin 16-25 ans qui sont engagés dans des associations. Donc ça prouve que l'expression de la citoyenneté, elle s'est déplacée en fait justement du fait de cette crise de confiance ou cette défiance accélérée. Donc je crois qu'on a vraiment d'abord, avant de dire il faut un quota, peut-être que oui, hein, j'ai pas d'avis tranché, mais je crois que c'est dans tous les pores de la société. Il y a juste, après je terminerai là-dessus parce que le langage il est super fort en fait. Quand on dit donner la place aux jeunes, déjà, ça nous place dans une position de hiérarchisation, en fait, et de nouveau de silo. Je pense que c'est pas donner la place aux jeunes, c'est se mettre aussi en danger, nous, contre nos propres convictions et nos propres biais, nos représentations, et se dire, ils ont une place, ils ont une place. Maintenant, ça frotte, hein, c'est sûr. Hein. Moi qui travaille avec un collectif de 12 jeunes qui a entre 16 et 23 ans tous les jours sur ce projet Ta Voix compte, justement pour montrer qu'ils doivent être partie prenante, il y a des moments, j'ai l'impression d'être OK boomer, quoi, vraiment. Mais ça fait du bien aussi. Mathilde, peut-être, je reviens vers vous. Vous avez peut-être un avis sur cette question, cette épineuse question. Il y a clairement des débats ici aujourd'hui sur la place des jeunes au sein de la politique, mais aussi au sein de plus largement de la société, la citoyenneté, l'expression de la citoyenneté des jeunes. Je pense que la réponse, elle est clairement oui. Enfin, si on parle du politique, quand on regarde l'Assemblée nationale aujourd'hui, on le voit le problème. On voit que c'est une assemblée d'hommes majoritairement de plus de 50 ans. Et donc forcément, quand on est une femme, quand on est jeune et quand on est des classes populaires, on ne se sent pas ou mal représenté par cette assemblée. Donc oui, dans un nouveau projet là qu'on a lancé, d'ailleurs c'est les jeunes qui ont lancé ça, la primaire populaire, on pousse pour l'idée d'avoir des quotas à l'Assemblée nationale, d'un certain nombre de jeunes représentés, d'un certain nombre de personnes issues de classes populaires, d'un certain nombre de femmes avec une parité mise en place, parce qu'on pense que ça passe par ça, qu'à un moment on ne peut pas être correctement représenté si c'est des gens complètement différents qui nous représentent, et on l'a vu avec ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Je le rappelle, hein, il y a zéro députés qui sont de classe ouvrière. C'est 15 à 20% de la population française. Forcément, à un moment, ça pose des problèmes quand des lois sont prises qui vont à l'encontre des classes populaires. Donc je pense qu'il y a un enjeu là, mais je pense qu'il y a aussi... alors, je sais pas si je suis encore jeune, quand on a 30 ans, est-ce qu'on est encore jeune ou pas, mais en tout cas, je pense qu'on doit aussi prendre finalement notre place et pas attendre qu'on nous la donne gentiment. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec la rencontre des justices, c'est qu'on s'est réunis par rapport à ce que disait tout à l'heure Cyril, moi j'ai envie de donner de l'espoir. On s'est réunis entre deux militants et des entrepreneurs qui sont sur des causes très différentes, qui ne se parlaient pas jusqu'ici, entre ceux qui étaient sur le climat de leur côté, les féministes de l'autre, les antiracistes de l'autre, ceux qui étaient sur la santé, les gilets jaunes, etc., etc. Pareil pour les entrepreneurs sociaux. On s'est dit, bon, on perd chacun de notre côté dans notre silo, est-ce que ça vaut pas le coup qu'on se rencontre, qu'on se réunisse, d'abord qu'on apprenne à se connaître, qu'il y ait des liens humains qui se créent, ensuite qu'on définisse qu'est-ce qu'on veut gagner ensemble dans les 10 ans. C'est quoi qui nous importe collectivement là? Arrêter d'être chacun pour notre chapelle, mais qu'est-ce qui nous intéresse collectivement? Et sur cette ligne des 10 ans, on s'est dit, il y a un truc quand même, on se rend tous compte, qu'on soit militant ou entrepreneur, quel que soit le sujet, qu'on se prend le mur du politique, pour des questions générationnelles, mais pas que. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a 2022 qui arrive, élection présidentielle, on sait bien qu'en France, sous la Ve République, c'est le moment où on peut changer la donne. On s'est dit, voilà, on voit bien que les partis politiques arrivent plus tout seuls à donner un cap, à donner de l'espoir, et sont un peu démonétisés auprès d'un grand nombre de citoyens. Comment est-ce que nous, société civile, nous jeunes qui ne nous reconnaissons plus ou de moins en moins dans la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui, on peut proposer quelque chose? Et on a proposé quelque chose qui s'appelle la primaire populaire, qui est un processus en 3 étapes, qui part d'abord des idées.
c'est quoi le cap, comme disait Cyril? Qu'est-ce qu'on veut gagner? Et donc, on a dessiné un cap avec 10 mesures de rupture, qui sont des mesures sur les questions écologiques, sur les questions sociales, sur les questions démocratiques, qui donnent un peu un horizon commun. La deuxième étape, c'est de dire qui sont les candidats et candidates qui pourraient incarner finalement cet horizon en 2022, que ce soit des gens issus de la politique traditionnelle, des partis, ou que ce soit des gens issus de la société civile. Et la troisième étape, c'est de définir qui incarnera à la fois sur le bulletin de vote en 2022 ce projet de société en tant que président ou présidente de la République, mais aussi de constituer une équipe. Parce que c'est pas vrai qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, face au changement climatique, face aux augmentations des inégalités, un homme ou une femme seule du haut de l'Élysée arrivera avec la science infuse à tout régler. Il y a un enjeu à créer une équipe. Et donc on l'a fait en étant aussi assez lucide, comme disait Cyril, sur la manière dont les politiques s'envisagent et en créant un certain rapport de force. Et donc je fais un petit coup de pub. Si ça vous intéresse, et ça a été conçu par des jeunes justement qui soit votent encore, soit s'abstiennent pour certains d'entre eux, si ça vous intéresse de regarder, c'est sur le site primairepopulaire.fr. Et plus on sera nombreux, plus on sera puissant et plus on pourra imposer ce fameux rapport de force dont parlait Cyril, qui est nécessaire pour se faire entendre aujourd'hui en politique. Oui, et je pense qu'il y a déjà une petite dynamique, d'après ce que j'ai pu comprendre, avec plus de 100 000 signataires pour la primaire populaire. C'est autant que la primaire écolo, hein, donc c'est vraiment une dynamique. Donc il y a une dynamique, justement. Peut-être, Cyril, vous, est-ce que vous avez une perspective sur ce qui vient d'être dit ou par rapport à ce que Rickaël a dit tout à l'heure? Oui, enfin, pour être optimiste aussi, il y a quand même beaucoup de gens qui s'activent pour essayer de trouver des solutions. Mathilde en a présenté une. Nous, dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on va tenter autre chose. En prenant complètement le problème dans l'autre sens, finalement, on va tenter avec des parlementaires, de partir donc de parlementaires qui ont été sensibilisés par la société civile à des sujets pour co-construire avec eux des propositions de loi en mobilisant tous ceux qui sont autour pour réussir à les faire rentrer à l'Assemblée nationale. Donc dans vraiment cette idée de collaborer, il y a une problématique dans la société, il y a des acteurs. Moi, c'est pas t'es jeune, t'es pas jeune, etc. C'est qui s'intéresse, qui veut se mobiliser, qui veut participer à la réflexion collective. On coproduit une proposition de loi et ensuite, pam, mobilisation pour soutenir le parlementaire, parce qu'il faut savoir qu'il y a un petit problème, c'est que les parlementaires ont le droit de rédiger des propositions de loi, mais leur inscription à l'ordre du jour dépend de tout un process, conférence des présidents, etc. Donc si on veut faire rentrer les sujets, c'est là où il faut les faire rentrer. Et comment on les fait rentrer ? Il faut un parlementaire ou des coalitions de parlementaires soutenues par la société civile pour les faire rentrer dans la boutique. Donc ça, on va tenter ce process-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vous cache pas que ma principale difficulté à moi n'est pas de mobiliser les politiques et de les faire bosser ensemble, c'est de mobiliser les acteurs de la société civile pour qu'ils acceptent d'aller ensemble, main dans la main, sur des causes qu'ils portent. On a déjà eu des retours sur certains sujets, pour continuer dans ce sens-là, de gens qui sont un peu offusqués, irrités, de voir des gens qui apparaissent dans leur sujet, alors qu'eux en sont des historiques. Ouais. Donc on dit, mais non, mais nous, juste là pour vous aider, on veut pas... Voilà. Donc notre difficulté, elle va être là. Mais ouais, je vais quand même rester optimiste, parce que je pense qu'il y a des prises de conscience aussi à ce niveau-là qu'il faut changer de braquet. Eh bien, très bien. Je pense qu'on va devoir conclure, malheureusement, cette table ronde avec tous des échanges très, très riches. Merci à vous tous pour votre participation. Merci aussi également à Mathilde en distance. Donc, rendez-vous à 14h pour la prochaine table ronde. Et merci à l'Institut Open Diplomacy et à la Burgundy School of Business d'avoir co-organisé cette journée de faire bouger les lignes.